Bonjour Fabrice. Salut Mika. Merci de venir dans ce podcast pour discuter d'entrepreneuriat, de valeurs. Tout d'abord, quand Nicolas m'a parlé de tes activités, de tes projets, j'ai été épaté surtout sur un des aspects, c'est mon côté un petit peu starlet, quand j'ai su que tu étais le garde du corps d'Albert Frère et surtout de Johnny Hallyday. Et ce qui Ouais. m'épate plus sur Johnny Hallyday, c'est que tu as fait chanter la petite Gaïole. Ah oui, Raconte-moi tout ça exactement. et comment tu arrives à ça, parce que ça, c'est quand même dingue. Alors, on va mettre des choses au clair. Je ne suis pas le garde du corps de Johnny Hallyday. J'ai pu faire un one-shot Ok. lors d'entrepreneurs qui se rencontrent. Et c'était avec mon ancien patron. Donc, ils étaient au restaurant ensemble. Sa femme est repartie plus tôt. Ok. Donc, mon ancien patron a proposé que je le raccompagne avec le chauffeur à son hôtel. On a fait un parcours, on va dire, de 10 minutes en voiture, grand max. Et donc, en voiture, je suis avec le chauffeur. Je parle au chauffeur. Il me dit, ah ben oui, vous êtes belge. D'où est-ce que vous venez? Et il était quand même éméché. C'était assez chouette. Et donc, ben, on lui dit, on vient de Charleroi, et plus précisément de Châtelet-Bouffiou, un Mhm. village où j'ai grandi. Et il me dit, mais c'est incroyable, moi j'ai été chanté à Châtelet. Et il me donne, je pense que c'était en 69, si je me trompe pas. Il me dit, oui, il y avait Sheila, Ringo. Je dis, à Châtelet? Chez moi, Sheila, Ringo? Je le croyais pas au début. Et il me dit, bah oui, j'ai été accueilli, il y avait une chanson, il parle wallon. Et je commence à chanter Ah, c'est là que ça vient. une belle petite gaïole. Et il me dit oui, je sais pas s'il me dit oui pour me faire plaisir ou pas, mais il connaît la chanson. Et on arrête la voiture, il dit monte avec moi derrière. Et j'étais derrière avec lui. C'était incroyable, c'était un truc de fou. Et je commence à chanter Elle me l'avait tout dit, promis. Et il chante avec moi. Et c'était magique, franchement, c'était incroyable. Je l'ai déposé à l'hôtel. Il m'a checké comme si on se connaissait depuis des années. Je suis remonté Excellent. dans la voiture et je me suis dit, waouh, je viens de chanter avec Johnny Hallyday dans la voiture. Il m'a pas proposé un zénith, merde, tu vois, Dommage. c'est dommage. Et donc, tu vois, c'est l'opportunité Mhm. du métier, c'est que des fois, ben, tu peux faire des one-shots avec quelques personnes, comme quoi les rencontres, les Exactement. opportunités, mais sa femme qui part un peu avant, ben, bien sûr, je prends l'opportunité C'est et clair. je vais le ramener. Et Albert Frère surtout. Albert Frère, je travaillais surtout pour son bras droit, et qui était Gilles Samin. Et on avait plusieurs fonctions, donc on organisait la sécurité de la famille. Et pour son bras droit, lui, je le conduisais, il n'avait pas besoin de sécurité. Et ça a été pour moi une rencontre incroyable avec son bras droit. C'est surtout lui qui m'a marqué, en fait. C'était une claque, une vraie claque, j'ai l'impression. Ah, et c'est surtout son bras droit, Gilles Samin, qui m'a marqué et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est impressionnant. Il y a un autre truc sur lequel je voudrais que tu reviennes, c'est une vidéo que j'ai vue de toi récemment sur l'explication d'une vie par rapport au papier toilette. J'ai trouvé ça à la fois naïf, mais en même temps une vérité dingue. Comme quoi, apprendre à se gérer dans le temps, c'est quand même quelque chose de pas simple pour un entrepreneur et même pour toute personne, qui qu'elle soit, quoi. C'est pas simple et en même temps, quand on explique les choses avec simplicité, ça a toujours un impact énorme. Quand on explique à un enfant ce qu'il peut faire ou ne pas faire, on l'explique avec des mots simples et ça marque, ça fonctionne. C'est le même avec les adultes. On est rentré dans un monde où même pour l'intitulé d'un poste, tu te retrouves avec des chief official Ouais. manager, des mots incompréhensibles en anglais. Et quand tu expliques simplement ce que tu fais, ah ben oui, je comprends. Et ça vient d'un livre, en fait, Système 1 et Système 2. Ça fait. Si tu connais, un Je connais. livre qui n'est pas très facile à lire, mais lorsque tu comprends le principe, c'est que les gens retiennent, lorsque tu parles au système 1 des gens, si je te dis 2 fois 2, directement, tu vas me dire 4. C'est facile. Si je te dis 58 fois 76, tu vas te commencer à réfléchir. Et dans le livre, ben, on t'explique que tout ce qui fait réfléchir n'est pas vendeur. Et en fait, ben, je voulais expliquer comment nous fonctionnons simplement dans la vie, comment nous passions d'un état énergique à un état d'épuisement, voire de Mhm. burn-out, avec un rouleau de papier toilette. Et C'est ça. j'explique comment on arrive au bout du Au rouleau, bout. juste pour faire prendre conscience, avoir ce déclic et se dire, ben ouais, c'est ça que je vis, c'est par là que je suis en train de passer. Et donc, ben, j'utilise ce rouleau de papier Et toilette. c'est ultra parlant, ultra vivant, parce que les gens à ce moment-là, parce qu'en fait, quand on voit la vidéo, on comprend pas au début où est-ce que tu veux en venir, mais quand tu vois qu'à un moment donné, on est prêt à faire tel effort, tel geste, telle action, à un moment donné, on se dit, mais finalement, est-ce que je m'y retrouve dans ce que je fais? Est-ce que ça correspond à ce que je fais? Et moi, perso, ça m'a beaucoup parlé parce que ça m'a rappelé avant de créer ma boîte il y a 6 ans.
pourquoi je suis devenu entrepreneur. Parce qu'à un moment donné, à force de donner de l'énergie à des personnes qui ne le méritent pas, parce que je l'avais décidé qu'ils ne le méritaient pas, parce que moi, je voulais autre chose, je me suis demandé, est-ce que c'était moi qui me prenais pour ce que je n'étais pas, ou finalement, est-ce que c'était pas à un moment de ma vie où je me dis, maintenant, je dois faire mon bébé, créer ma propre identité qui fera que je ferai de l'assurance autrement, de manière peut-être décalée, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, plus simple, plus en phase avec ce qui est important. Et ça, je pense qu'on parle le même langage pour ça. Mais exactement. Et comme tu l'as dit, tu vois, il faut que j'arrête de donner mon énergie. Quand tu regardes aujourd'hui, tu ouvres les réseaux, tu vois, Instagram, Facebook, on va t'expliquer, tu as 1000 coachs qui vont t'expliquer comment tu peux gagner de l'énergie. Bien sûr, ben, tout le monde le sait, fais du sport, va coucher à une certaine heure pour dormir tes 8 heures de Mhm, sommeil, mange correctement. Mais ok, on te le dit, c'est simple, mais est-ce que ça va mieux pour autant? Non, il y a toujours autant de gens qui sont fatigués, mhm. qui sont épuisés. Tu as autant de burn-out, de gens en dépression. Mais en fait, moi, ce que j'essaye de faire comprendre dans ma conférence, c'est je n'explique pas comment gagner parce qu'on sait le faire, mais pourquoi on en perd et Oui, comment on fait pour perdre de l'énergie. C'est un peu comme si tu décides de remplir ton évier chez toi dans la cuisine, tu ouvres le robinet, mais tu mets pas le bouchon. Mais je peux te dire qu'à la fin du mois, la facture, elle va être ça va salée. faire mal. C'est la même chose avec ton énergie. Si tu essayes d'apporter de l'énergie, tu vas faire du sport, mais tu es épuisé, et de l'autre côté, tu en dépenses toujours, Mhm. mais à la fin du mois, mais tu vas encore être plus épuisé, beaucoup plus fatigué. Parce qu'il y a aussi ce problème dans notre société, c'est aussi cette peur de réussir. C'est la première peur, tu vois, on parle de la peur de l'échec, de la peur du jugement, de la peur du qu'en dira-t-on, mais la peur de réussir, elle est immense parce que directement, quoi que tu fasses, tu seras jugé. Oui, et je pense à un exemple que tu as mis il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, sur le fait que quand tu dis que tu as gagné au loto, on a gagné, mais le jour où tu es dans la merde, tu es seul face à toi-même. Et ça me rappelle le Covid en mars 2020. Ma boîte avait 9 mois, et je croise des gens qui me disent, quelle idée tu as eu de créer ton entreprise, tu étais salarié, tu avais une belle bagnole, tu gagnais très très bien ta vie. Oui, j'avais une belle bagnole, ouais, je gagnais très bien ma vie, mais j'étais malheureux comme pas possible parce que tout simplement, j'étais pas en phase avec moi-même. Et ces mêmes gens qui en mars 2020 me critiquent, ils me disent maintenant, oh, ben finalement tu passes ton temps à faire des podcasts, tu rencontres des gens, et finalement ce que tu as promis en juillet 2019 quand tu as ouvert ta boîte, 6 ans après, tu es toujours là. Ben oui, parce que tout simplement, la vie n'est pas forcément simple, je ne réussis pas tout le temps, mais ce que je l'ai fait, j'ai mis tout mon cœur et maintenant je me dis, ben voilà, je ne peux pas dire que c'est mon heure de gloire, mais on arrive à autre chose et je pense que c'est ça souvent que les gens oublient. Les gens oublient complètement. Et d'ailleurs, je l'avais expliqué dans un de mes posts. J'ai eu la chance d'accompagner Mike Wingate, qui est le CEO de chez Transcore. C'est un CEO américain. Et il venait ici, c'était incroyable. On parlait de surf ensemble. Il venait avec sa guitare, le gars. Excellent. Et on parle de réussite. Et il me dit, mais avant de parler de réussite, est-ce que les gens sont épanouis? Parce que apparemment aux États-Unis, ça rentre dans la culture, Mhm. l'épanouissement. Et je lui demande, mais comment tu peux définir alors d'être épanoui ou pas? Et il me dit un truc incroyable. Et ça, je l'utilise un peu régulièrement. Il me dit, est-ce que tu serais prête à échanger ton salaire en unité de bonheur? Est-ce que ce que tu gagnes là maintenant, tu pourrais le changer à 100% en unité de bonheur? Si la réponse est oui, ok, continue ce que tu fais. Si c'est non, ben, c'est que tu fais un métier ben, qui te nourrit, un Mhm. métier ben, dans lequel tu n'es pas épanoui, et change alors à ce moment-là. Personne ne t'oblige à continuer de faire ce que tu fais si tu n'aimes pas. Et ça, c'est dommage, mais dans notre société, on reste dans ce qu'on n'aime pas faire, on préfère aller manifester, on préfère se plaindre de l'État, de l'environnement, de tout, mais on continue à faire ce qu'on n'aime pas. Et ça, je trouve ça incroyable, alors qu'on a la possibilité, mais on a un claquement de doigts, de changer, de se donner les moyens, tu vois, de faire autre chose. Parce qu'on a cette culture du salarié en Belgique et que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on apprend, sauf si tes parents sont indépendants. Et moi, je l'ai vu autour de moi. La majorité de mes amis, confrères et autres sont des salariés. Et le fait d'être indépendant, on ne te l'apprend pas à l'école. On ne veut pas cultiver ça parce que justement, il y a cette peur de réussir. Est-ce que mon projet va se lancer? Aux États-Unis, d'ailleurs, quand quelqu'un se lance, on ne s'inquiète pas de savoir s'il va se planter. On se pose juste la question de savoir si ses erreurs vont lui permettre de rebondir pour éviter de refaire ses problèmes. Et quand tu vois ce qui nous accompagne, les banques, qui suis moi-même un ancien banquier, quand tu annonces que tu as eu une faillite dans une entreprise, tu es blacklisté,
on va pas t'aider à te relancer en disant, si tu as échoué, c'est que tu n'es pas doué et que tu n'es pas bon. Le problème, c'était peut-être une question de circonstances, de moments. Mais non, on va te dire, c'est fini, mon grand, laisse tomber, passe à autre chose. Et là, honnêtement, il y a un truc qui va pas. Et donc, forcément, c'est plus facile de se plaindre que de dire, non, je vais lancer mon projet, je vais oser passer cette falaise. Non, on préfère ce petit confort pépère de salarié pour espérer d'avoir une pension un jour ou l'autre, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Et je me rappelle d'une phrase de Michael Aguilar, qui est un grand conférencier, tu dois connaître. Euh, Ici en Belgique, si on te dit 2 fois 2, tu dis 5, on va te dire faux, t'es stupide, ça marchera pas. Aux États-Unis, 2 fois 2, 5, on va te dire presque. C'est exactement ça, tu vois, on résume ça, mais c'est tout à fait ça. Et je pense même qu'aux États-Unis, tu peux te planter, tu peux recommencer. Le Oui. lendemain, tu peux rouvrir une autre Et boîte. tu auras même un accès plus facile au financement aux États-Unis parce que tu t'es planté, parce que c'est la preuve que tu auras essayé et tenté. Et de cette façon-là, eux se disent, si à un moment donné, la personne s'est plantée 2, 3, 4, 5 fois, mais que derrière, elle a l'idée lumineuse, on va la laisser faire. Maintenant, le système américain n'est pas forcément parfait, mais en tout cas, cette mentalité, cette culture plus ouverte fait que pour moi, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est ce qui se fait de mieux, selon moi. Bien sûr, mais nous sommes dans une société, et ça va peut-être faire grincer des dents, où on aime bien se plaindre. Oui. On se plaint de tout et de rien. C'est incroyable. Et donc, on est dans une société, bien sûr, il y a des choses à dire contre le gouvernement, contre l'État, Bien sûr. énormément, énormément. Mais on ne se remet jamais, nous, en question pour dire, mais ok, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté pour me sentir vraiment, Exactement. vraiment bien. Pour revenir sur cette idée-là de voir les choses de manière différente d'autres, on va revenir sur la question du sport. Quand j'ai ouvert ma boîte en juillet 2019, 2 ans avant de me lancer comme entrepreneur, je me suis remis à la course à pied de manière très intensive. Et je me suis dit, quel bien-être ça fait. On va revenir Mhm. la question de l'énergie. Et quand j'ai créé ma boîte, pendant tout un temps, je me suis interdit d'aller courir en me disant, je suis devenu entrepreneur, je suis devenu quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui doit exister. Et en fait, je me suis dit, finalement, tu sais ce que je vais faire? Je vais continuer à aller courir. Je vais même pas le cacher. Je vais dire au client, tu veux me parler? J'ai mes écouteurs. Jusque 10 heures. Tu as une question, un problème, tu me téléphones. Je réponds à tous les éléments. Tu m'envoies un SMS ou un WhatsApp après derrière et je le fais. Certains potes et certains clients m'ont dit, mais t'es complètement fou. Si tu fais ça, les gens vont te rejeter, ils vont te dire que t'es un fainéant. Mais si ma journée commence même à 10 heures, mais qu'elle se termine à 22 heures, plus personne n'est là. Tout le monde est devant la télé, avachi sur le canapé, en train de manger des chips et boire des bières. Donc, l'effet qui devait être négatif, finalement, les gens m'ont dit, on t'appelle, tu es en train de courir? Oui, je suis en train de courir. Et les gens, ça crée une dynamique, même quelque chose de positif, voire même quelque chose où les gens m'ont dit, finalement, il dit des choses, il fait des choses, il est quand même là pour nous. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il aille courir ou pas? On s'en fout. Mais le truc, c'est que en faisant ça, je me sentais apaisé et bien, et c'est important. D'ailleurs, tu avais une anecdote là-dessus, hein, d'une sommité que tu devais gérer, et tu te demandais où est-ce qu'elle était, elle était dans sa salle de sport. Ah ouais, mais ça a été le déclic de toute mon histoire. C'est le bras droit d'Albert Frère, Gilles Samin. On doit partir à Paris, c'est en 2009. On doit aller à l'Élysée pour une réunion concernant la crise du prix du lait. Et il est 6 heures du matin, je le cherche dans son bureau, je me doute qu'il est dans la salle de gym en train de faire son sport, et je le vois mais dégoulinant de sueur. Et j'étais déjà sportif à l'époque, et je suis admiratif bien sûr. Et je lui dis, mais vous êtes quand même incroyable, on passe 2 jours ensemble à Paris avec un agenda surchargé, et vous trouvez le temps de faire votre sport. Et là, il me dit, mais comment tu veux que je respecte mes engagements si je n'ai pas d'énergie? L'énergie est la base de tout. L'énergie fait partie intégrante de ton job et c'est ça que tu dois te dire, Ouais. c'est la chose la plus importante que tu dois faire. Et dans son agenda, bien sûr, lorsqu'il était en bas, il était toujours joignable, il avait Mhm. aussi le téléphone à côté, mais il faisait son sport tous les jours. Alors, il n'y a jamais personne au bureau qui aurait pu lui dire, moi, j'ai pas le temps de faire mon sport. C'est impossible quand tu as un gars comme ça à travailler comme il travaille, il trouve encore le temps de s'entraîner, mais presque tous les jours. Il faisait sa gym presque tous les jours. Et le gars a couru les plus beaux marathons du monde. Il fait du triathlon, il fait des Ironman. Je pense qu'il est le deuxième belge de sa catégorie. Ah, quand même. Ah, attends, et il a maintenant il a 75 ans. 75 ans. Et il fait encore des Ironman. C'est Wow. incroyable. C'est incroyable. Non, ce gars, c'est un exemple d'énergie et de réussite. Ce qui remonte encore une fois que les préjugés de j'ai pas le temps, tout n'est pas possible. La question, c'est simplement de la volonté et vouloir
prendre le temps, s'imposer le temps, ce qui te permettra finalement non pas d'être moins productif, mais d'être plus efficace sur une période de temps plus courte. Et Bien je sûr. vois pas où est le problème par rapport Bien à ça. sûr, le temps, ce n'est jamais une question de temps, comme ce n'est jamais une question de prix en business, ce n'est Exactement. jamais une question de temps. Ce qui fait que ça serait peut-être bien maintenant, vu qu'on a parlé beaucoup d'énergie, que tu expliques dans ton superbe livre, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et comment tu es arrivé à ce constat de devoir écrire ce livre ou d'avoir l'envie d'écrire ce livre. C'est parti, à la base, je n'avais aucune idée précise. Je suis rentré dans un milieu où tu vois les gens qui réussissent, tu rencontres des grands chefs d'entreprise, tu rencontres des stars, et tu te dis, mais tiens, elles réussissent, je commence à m'intéresser à la réussite, j'aimerais bien moi, pouvoir un Mhm. peu modéliser comment ils font et m'en inspirer, pourquoi pas, je suis quand même en contact avec eux régulièrement. Et des fois, tu as l'occasion de créer des relations avec eux, de parler avec certains plus longuement, des fois pas. Et donc, j'ai résumé en une question et je leur demandais de me donner 3 mots qui résumaient leur réussite. À chaque personne que je Ok. croisais, qu'ils soient des grands CEO ou simplement des chefs d'entreprise, on va dire un peu plus traditionnels, quelques stars. Et j'en ai écrit énormément. Mhm. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ces mots-là? Mais je vais déjà les regrouper. Je me suis dit, tiens, quels sont les 3 mots qui reviennent le plus souvent? Et les 3 mots qui sont revenus le plus souvent, sont énergie, envie et engagement. Ok, je me rappelle, j'étais dans ma voiture et avec ces 3 mots-là, je devais en faire quelque chose. Et c'est justement lorsque nous sommes partis à Paris Mhm. que Gilles Samin me sort 2 des 3 mots. Comment Au je même moment, peux, mais pas au même moment, hein, ouais, tu ouais, vois, donc dans cette période-là. dans cette période-là, il dit comment veux-tu que je respecte mes engagements si je n'ai pas d'énergie? 2 des 3 mots, ok, c'est le début. En fait, il fonctionne à l'inverse de comment nous fonctionnons. Mhm. Et c'est ça que j'explique dans ma conférence. Et je me suis dit, bah ok, je vais en faire un livre. Et c'était la période du Covid, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à en parler à certains de mes coachés. J'ai beaucoup de coachés qui sont chefs d'entreprise. Mhm. Ils m'ont dit, mais oui, tu as absolument raison. Et je leur parlais à eux, ça leur parlait. Et là, ils m'ont dit, bah, tiens, pourquoi tu viens pas en parler devant mes employés? Exactement. Et j'ai commencé à en parler devant 2, 3 personnes, 4, 5, c'est monté pour au final faire des grandes salles de 500, 600 personnes. Et ça, c'est fabuleux. Je me suis dit, ok, je continue. Ça a été une continuité en fait d'une chose simple qui m'est venue en tête. Mais ce qui m'est pas dans la méthodologie que tu as eue de ton livre, c'est qu'on est à la fois sur des mécaniques assez simples. Sans énergie, ben, je ne peux pas avoir envie. Si je n'ai pas envie, ben, je ne peux pas arriver à mon engagement. Et il y a un côté un peu psychologique, hein, parce que finalement, moi, en lisant ton livre, je me suis rappelé certains concepts en me disant, ben, finalement, l'envie, c'est cette pulsion, ces pulsions que l'on a, mais on ne sait pas trop comment on va les canaliser. Et finalement, tu les canalises par de l'envie, l'envie de faire quoi, comment, etc. Et après, la manière dont tu vas gérer ça, bah, tu vas viser certains objectifs, certains engagements que tu vas arriver. Et derrière, dans ce fil conducteur, si tu n'as pas la discipline qui va derrière, bah, tu n'arriveras à rien. Et en fait, c'est cette mécanique dans le temps qui fait que tu arrives à quelque chose d'intéressant. Donc, ton livre est ultra pratique et permet en soi, tout entrepreneur, peu importe son activité, de se dire, bah, finalement, j'ai beau avoir les plus grandes motivations du monde, j'ai beau vouloir donner le meilleur, rester cohérent dans la longueur, si je n'ai pas cette énergie, voire même ce feu sacré dans la longueur, ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui fait que beaucoup de salariés s'épuisent parce que finalement, on leur promet une carotte à l'année, puis finalement, l'année suivante, tu recommences. Et moi, j'ai connu ça pendant 17 ans et je me suis dit, mais finalement, est-ce que j'aime encore mon métier? Et finalement, oui, j'aime toujours mon métier de commercial, mais je me suis dit, en fait, tout simplement, j'avais plus l'énergie et j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et dans ton livre, j'ai retrouvé les mots, c'est de me dire, ah ben finalement, j'ai toujours l'envie de bosser, j'aime toujours les engagements que je tiens vis-à-vis de mes clients, de mes partenaires, ce qu'il faut faire. Mais en fait, l'envie n'était pas là. Et en fait, sans ça, ton château de cartes va s'écrouler, en fait. Mais je veux dire, il s'écroule sans énergie. Dans notre société, on vit à coup de motivation Oui. ou à coup de dépression. Où on est très motivé, on met les choses en place, et puis une fois qu'on commence à stopper, à procrastiner, on arrive à un moment où on a du mal à relancer la machine. Je vais te dire, quand tu es fatigué, quand tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de bonnes idées qui Oui. t'arrivent, tu n'as pas envie Oui. de rien faire. Même chose dans le business, quand tu es fatigué, tu n'as pas envie de construire quelque chose. Tu as beau être le meilleur vendeur du monde, si tu n'as pas d'énergie,
tu vendras pas bien. Tu as beau être le meilleur pilote du monde de Formule 1, mais si tu arrives à une course que tu n'as pas d'énergie, tu vas faire une course de merde. Donc l'énergie est vraiment la base. Et le fait d'avoir un niveau élevé d'énergie, mais va te permettre de, lorsque tu es motivé, mais c'est un booster à Mhm. ton niveau d'envie à ce Tout à moment-là. fait. Mais lorsque tu vas perdre un peu cette motivation, parce que la motivation, elle n'est jamais Tout à constante, fait. C'est mais cyclique. lorsque tu vas la perdre, ton niveau d'énergie sera assez haut pour dire, OK, je ne vais pas descendre en dépression. Et donc, mon niveau, oui, je serai plus aussi motivé, mais j'en aurai quand même envie pour aller au bout de mon projet. Et c'est sûr qu'après, la discipline fait quand même aide fortement. C'est pour ça que moi, je reste convaincu qu'avoir une discipline de fer, que ce soit par rapport au sport ou autre, quand les gens me disent bah, t'es courageux, tu vas courir, il fait froid, il pleut. En fait, la question, elle est pas là. C'est que en faisant ça, moi, je pars avec un sac à dos mental en me disant bah, j'ai dans la tête tel problème, tel problème, tel problème. Tu résous pas tous les problèmes en 1h30 en allant courir, mais je me dis ah ben, j'ai cette piste-là, j'ai cette idée-là. Et ce qui est dingue, c'est que quand tu arrives à libérer ton esprit parce que tout simplement, tu te sens en phase. Il y a des problèmes où j'aurais peut-être mis des jours, des heures ou des jours à réguler le problème. Je ne les réglais pas, non pas directement, mais j'ai trouvé des pistes parce que tout simplement, j'avais l'énergie et j'étais en phase avec moi-même. Et donc, forcément, tu résous des problèmes. Moi, mes meilleures idées, je les ai eues en courant. Et les gens me disent, mais c'est complètement tordu. Mais non, tu sens que tu es dans l'effort, tu sens que ton esprit va commencer à vagabonder. Et à ce moment-là, moi, c'est dans la course à pied. J'ai des amis et confrères, c'est plutôt dans le yoga, qu'on Mhm. dit soi-disant le sport cool, tranquille, alors que c'est absolument pas le cas. Et ça te permet d'avoir un bien-être. Et je pense que de toutes ces pratiques asiatiques, des sports de combat, ces disciplines, Mhm. on est sur quelque chose qui est à la fois extrêmement violent, mais en même temps qui est extrêmement spirituel parce que ça te permet d'être en phase avec toi-même. Le mot zen vient de ce courant philosophique et c'est pas un hasard parce que justement, eux avaient très vite compris que si tu n'es pas en phase avec toi-même, bah, tu peux pas arriver à quelque chose de cohérent. Être aligné. Exactement. Bah, on le voit dans les écoles asiatiques. Hein. Ils commencent par quoi? Par la gymnastique du matin parce que tout simplement, tu ne peux pas arriver à apprendre à réfléchir si tu ne te sens pas à l'aise. Et on revient encore sur cette notion d'énergie. Oui, c'est le mouvement en fait, hein. Le mouvement crée l'énergie. Et c'est ce que je dis, si à chaque action il y a une réaction, eh bien, c'est qu'il y a une énergie qui circule. Donc le mouvement reste la base de l'énergie, mais même le mouvement mental. Exactement. Et un autre aspect, c'est quoi les valeurs qui animent Fabrice de Porter à être devenu entrepreneur? Parce qu'en fait, finalement, tu m'as expliqué que tu as été garde du corps, tu es dans le monde du sport, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et comment tu en es arrivé là? Ah, ça c'est, mais bon, on parle toujours de blessures, et moi c'était une de mes valeurs, c'était la sécurité. Ok. Chose que je n'ai peut-être pas su garder en étant plus jeune, en vivant justement dans un foyer un peu en insécurité. Et j'ai toujours voulu protéger, que ce soit ma maman Mhm. ou mon père. Et n'y arrivant pas peut-être avec mon papa, après tu vois, on part dans des trucs où, oui, on pourrait parler de blessures personnelles, mais je pense que la sécurité pour moi était une valeur importante. Le fait de protéger, ça a toujours été pour moi aussi quelque chose d'important. Protéger les miens, protéger mes proches, protéger les gens Mhm. que je côtoie. Et je me suis dirigé tout bonnement vers les métiers de la sécurité. En Belgique, Avec une formation là-dessus ou ouais, en Belgique, en fait, c'était en Belgique à l'époque, lorsque tu voulais être reconnu au niveau européen en tant que garde du corps, tu devais passer tes formations la loi en Belgique. Tobac, la loi Ouais, il y Tobac avait la d'entre. loi Tobac, et puis tu as la formation en protection Mhm. rapprochée. Mais pour trouver du boulot en protection rapprochée, C'est compliqué. c'est Enfin, très réseau, très très enfin, réseau. compliqué. Donc, en plus de cette formation ici, je suis parti en France. Ok. À l'époque, c'était HP Formation, où là, j'ai fait des formations en protection rapprochée. Mais j'ai approché un peu le monde de la sécurité en France, mais j'étais très jeune. Mhm. Et puis il y a beaucoup d'ex-militaires Oui. qui prennent le job. Puis quand tu reviens en Belgique, c'est la police également qui travaille, tu as la sûreté de l'État. Puis tu as la police qui effectue la sécurité. Et là, tu dois te diriger vers le privé. Ce qui n'est pas toujours évident chez nous en Belgique. Donc au début, il n'y avait pas de boulot. Donc j'ai commencé à travailler dans les magasins
J'ai tu fait la même, tires la porte. j'ai fait la même chose, je suis un ancien agent de sécurité aussi. Ouais, tu travailles dans des magasins et tu postules. Mhm. Et j'ai envoyé 208 CV. Il y avait encore les pages jaunes, tu vois, il y Mhm, avait mhm. les bottins. J'ai fait les consulats, les ambassades. J'essaie de me renseigner sur des gens qui avaient assez bien d'argent. Je leur envoyais une lettre. Et sur 208 CV, mais il y en a 2 qui m'ont contacté, Ok. dont un gars à Bruxelles pour qui j'ai travaillé quelques mois. Et le groupe d'Albert Frère qui m'ont dit Mhm. ben, on recherche une nouvelle personne. Et c'est vrai qu'avec les formations que tu as, on vit dans un monde qui est un peu plus Mhm. insécure. Et ce serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse également gérer sécurité et autres. Ok. Et là, une fois que ce mot-là, ce nom-là est tombé, je les ai pas lâchés en fait. Mhm. C'était pas pour tout de suite, mais je pense que toutes les 3 semaines, un mois, je passais un appel au DRH et c'est ça qui a fait que j'ai été pris. On était, je pense, 8 ou 10 sur la liste à devoir être reçus pour passer l'entretien d'embauche. Et j'étais le plus jeune. Je suis rentré chez eux, je suis né en 77, je suis rentré chez eux en 2000. J'avais 23 ans. Et donc, tu avais des gars qui avaient des années d'expérience qui passaient. Mais j'ai eu mon premier entretien et c'était du matin. Et en sortant de l'entretien, ils m'ont dit, OK, si tu veux, tu as le poste. C'est ta Et, détermination et ton envie qui était ah là, ouais, c'était qui était ça, là. tu vois, je voulais vraiment bosser pour lui. Après, ben, est-ce que j'ai eu de la chance? Bien sûr, j'ai eu de la chance, mais voilà, j'ai frappé à la bonne porte Comme dit et ma grand-mère, la chance, on la provoque. bien sûr. Et d'ailleurs, ça se voit parce que quand tu parles de ça, t'as les petits yeux qui brillent, donc il montre que c'est encore quelque chose Ah, c'était une fierté. Exactement. Tu vois, quelqu'un qui, comme moi, mais n'a pas fait de grandes études, pour voir se retrouver à côté ben, d'Albert Frère, de Gilles Samin et côtoyer de ce monde-là et se dire, OK, ben, oui, je réussis dans ce que je veux. Si je fais quelque chose, je veux le faire à fond. Je veux faire le métier de la sécurité, OK. Je veux faire garde du corps. Je suis personal trainer, mais je voulais pas coacher un petit peu. Je voulais être reconnu en tant que personal trainer et offrir quelque chose de qualité. Et c'est ça vraiment que je dis à mes enfants, fais quelque chose, mais fais-le à fond. Exactement. Fais-le à fond. Essaye d'être le premier dans ce que tu fais. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je suis pas quelqu'un qui va te dire, mais si je vois que tu as tout fait pour y arriver, c'est génial. C'est une satisfaction que tu auras Tu n'auras pas en de regret. plus Tu n'auras personnelle. pas de On se regret d'être souvient resté. toujours des premiers. Ça, c'était Fabien Delahousse, c'est un ami qui vient d'ailleurs ici, qui me l'avait dit. On se souvient toujours des premiers et jamais des deuxièmes. On se souvient de, si je te dis qui a mis son premier pas sur la Lune, tu me le dis, c'est. Armstrong. Ah, ok. Le deuxième, tu sais pas. Et le deuxième, tu sais Ouais, pas, je sais pas. c'est Buzz Aldrin. Tu vois, et pourtant, regarde, on parle de Buzz et tout, Mhm. mais on se souvient toujours des premiers et rarement des deuxièmes. Donc, chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye de faire en sorte de tout faire pour être dans les meilleurs. Est-ce que c'est de la prétention? Je pense pas que je suis quelqu'un Non. de prétentieux, mais je suis quelqu'un de motivé en tout cas. Et lorsque je fais les choses, eh bien, je les fais à fond. Mais parce que tu as une qualité première qui est l'humilité. L'humilité de te dire. Oui, ça, je pense. Oui. Et est-ce que c'est pas lié à nos origines communes de Charleroi? Mais à nos origines communes de Charleroi, peut-être au mode de vie aussi. Oui. Tu vois, moi, je viens d'une famille d'ouvriers où Moi. ben, ma maman faisait les ménages, mon papa ben, travaillait dans une poterie à Bouffiou. Et même eux, ils m'ont inculqué ça parce que ma maman, qui était femme de ménage, mais m'a dit un jour, OK, je vais ouvrir mon commerce. Et elle a tout fait pour ouvrir sa boulangerie. C'était un dépôt, mais elle y est arrivée et C'est la la fierté. boulangerie C'est la a fierté. cartonné. Et je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Et si elle peut le faire, mais bien sûr, Tout le lorsqu'on a monde un peut le faire. projet, on peut y arriver. Mais avec l'humilité et l'envie de bien faire, et quand tu parlais de ces personnalités avec lesquelles tu as travaillé, et que tu travailles encore, ce qui m'épate les gens que je côtoie et qui même sont parfois dans des positions extrêmement confortables ou de familles extrêmement riches, c'est que la question d'avoir ou ne pas avoir, c'est pas ça qui les anime, c'est le fait de trouver chez toi quelque chose d'intéressant, quelque chose qui les motive ou qui les attire. Et toi, de ton côté, bah, tu montes, tu fais de ton mieux et en gardant de l'humilité. Et je pense que moi, c'est ce que j'apprends aussi à mes enfants qui me disent, ouais, papa, maintenant, tu as une entreprise, ça marche aujourd'hui parce que papa a une humilité dans le temps pour que ça fonctionne. Mais un truc qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il faut toujours se remettre en question parce que ce qui a été acquis aujourd'hui ne le sera pas forcément demain parce que le monde change, les attitudes des gens, des consommateurs et autres changent. Donc, c'est un combat perpétuel pour pouvoir montrer que ce qu'on fait est cohérent par rapport à nous-mêmes. Ce qui m'amène à la question suivante. L'argent, motivation ou
juste un besoin pour pouvoir exister. Une motivation, hein, on va pas se le cacher. Celui qui dit je vis ma vie et l'argent ne m'intéresse pas, euh, j'y crois pas. Ou alors, mais voilà, il fait pas partie des gens qui pour moi veulent absolument me réussir. Moi, j'aime bien gagner ma vie et je veux tout faire pour gagner ma vie, mais je veux le faire c'est une conséquence Exactement. des choses que j'aime bien C'est pas faire. le but, tu ne poursuis pas ça comme un. C'est pas le but premier, ou sinon, j'ouvre un café, j'ouvre autre chose, tu Ouais, vois, et je touche à plein de business. Moi, pour moi, c'est une conséquence, et en faisant les choses bien, derrière ça, bien sûr que je veux gagner ma vie, et c'est un objectif de bien vouloir gagner sa vie. Je rebondis sur ce que tu as dit, tu parlais du temps tantôt et de l'humilité, et c'est pour ça que certaines personnes que j'ai côtoyées peuvent paraître arrogantes, certaines personnes qui réussissent, parce que elles, si tu ne les intéresses pas, elles ne vont pas prendre du temps, elles ne vont pas passer du temps avec toi parce qu'elles vont perdre il y du aura temps. autant, bien sûr. Et donc, tu as l'impression que certaines personnes sont arrogantes pour ça. Mais non, en fait, c'est cadenassé. Exactement. Si tu peux leur apporter quelque chose qui vont apporter une plus-value à leur business, ils vont passer du temps avec toi. Si pas, ils vont pas passer du temps avec toi, sauf si tu fais partie de leur cercle proche. Exactement. Mais le temps est une valeur comptée, et chaque minute qui passe, eh bien, pour eux, est super important. Parce que tout simplement, tu mets tes priorités qui va Exactement. gérer ton schéma, ton schéma que tu avais expliqué dans ton livre. Donc, pour moi, il y a une forme de cohérence. Et dans les années à venir, qu'est-ce que Fabrice aurait envie de faire? Donc, qu'est-ce qui l'anime? Être sur scène constamment. Ok. Ici, mon métier de coach, ça se passe super bien. J'ai un agenda hyper rempli. C'est vrai que depuis le livre, je suis contacté également pour de plus en plus de coaching Mhm. mental. Mais j'ai un agenda qui est bien rempli en personal training, coaching mental. C'est la scène, et pouvoir monter sur scène régulièrement, aller donner cette conférence en style stand-up, et pouvoir impacter encore un plus Mhm. grand nombre de personnes. Quand je dis impacter, c'est vraiment à y amener une certaine prise de conscience. Ok. Dès que j'amène une prise de conscience, pour moi, T'as gagné. j'ai gagné. J'ai une question un petit peu sensible. Si tu rencontrais le petit Fabrice qui a 10 ans et qui te rencontrait toi maintenant, est-ce que tu lui donnerais un conseil ou tu lui dirais bah, fais ce que tu as fait ou tu changerais quelque chose? Non, j'ai fait ce que j'avais à faire, et j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'aurais pu lui dire lance-toi peut-être avant, mais non, parce que j'aurais pas rencontré les personnes que j'ai Mhm. rencontrées, j'aurais pas travaillé pour le groupe pour lequel j'ai travaillé. Donc non, je dirais continue. Ce que j'aurais envie de dire, c'est n'écoute personne, même pas tes parents, je vais dire. Parce que si j'avais écouté mes parents, ils le font par amour aussi, Oui, par peur. Mais je serais peut-être travaillé à la poste, je serais peut-être rentré à l'armée, tu vois, dans un poste sûr. Mais n'écoute personne. Tu t'écoutes, tu écoutes ton cœur, et tu fonces et tu mets tout en place pour y arriver. et tu sais pourquoi nos parents nous protégeaient de cette façon-là? Parce qu'en fait, il y a une théorie de Pierre Bourdieu qui dit que les gens restent dans leur sphère d'attraction et qu'en fait, si tu veux changer, parce que tu veux devenir quelqu'un, ce qui veut tout dire et rien dire, tu vas quitter leur bulle de l'attraction. Et donc, ils auront le sentiment de se perdre, eux, en chemin. Et donc, tu vas devenir une sorte d'étranger. Et donc, c'est pour ça que les gens restent entre milieux sociaux. La réalité n'est plus tout à fait vraie, hein, parce que la réalité de Pierre Bourdieu, c'était il y a longtemps. Mais cet aspect-là est resté ancré. Et moi, je l'ai senti très fort quand j'ai fait mes études à l'université. Bah, je l'ai payé moi-même en bossant. Et on me dit, bah, tu es devenu quelqu'un d'autre, tu es devenu différent. Bah oui, tout simplement parce que j'avais un autre type de vocabulaire. Mais je me prenais pas la tête. J'allais boire mes pinchos avec les copains en short crac-crac et on rigolait sur le sporting. Mais tu sentais que les gens, te sentant un peu différent, te rejetaient, qui n'était pas pour les bonnes raisons. Mais c'est hallucinant. Hein. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes qui ont énormément d'argent se sentent rejetées. C'est pour ça qu'elles ne se mêlent pas non plus aux autres, parce que directement c'est du jugement. Donc tu restes avec le groupe dans lequel tu te sens bien. Et ça, c'est ça aussi qui peut être, comment je vais dire, handicapant. Mhm. Lorsque tu restes dans un groupe qui te tire vers le bas, tu vas avoir peur d'en sortir, parce que là Oui, on va te juger. oui. Et donc tu préfères rester avec eux. Et ça, c'est ce que j'explique à mes enfants. C'est bien, tu as des amis avec qui tu peux sortir, avec qui tu peux aller boire un verre, mais
ouvre-toi à rencontrer d'autres personnes, d'autres cercles. Et c'est là que tu vois que tu vas évoluer. C'est lorsque ton entourage va commencer à changer. Exactement. Et si s'il change en permanence, si tu rencontres chaque fois de nouvelles personnes, ça veut dire que tu es en mouvement et c'est génial. Continue. Si, Mais c'est difficile parce que tu es quand même tiraillé entre le confort et les acquis par rapport à cet exotisme et ces différences où tu vas côtoyer. Moi, je me souviens toujours de cette phrase tragique que j'ai dit à ma mère quand j'avais 17 ans. Je voyais ma mère revenir du supermarché épuisée de son boulot et mon père de l'usine. Et je leur ai dit cette phrase horrible, mais en même temps qui m'a motivé à partir de là à devenir entrepreneur et de changer. Je dis à ma mère, je ne voudrais jamais devenir comme vous. Et j'avais rien contre eux, mais c'était quand je voyais que mes parents. c'est fort ça. Mais ah oui, mais tu sais, Ouais. tu vois tes parents qui ont la quarantaine, sont déjà épuisés comme s'ils avaient 60 ans. Je me suis dit, utiliser sa vie pour devenir comme ça, je ne sais pas comment je le ferai, je ne sais pas comment je m'en sortirai, mais l'idée c'était de se dire, ouvrons le champ des possibilités. Et par exemple, je vois mon épouse qui a motivé mes enfants à faire du cirque, à faire des sports de combat, enfin des choses où je me suis dit, allez, faire du Krav Maga, faire du cirque, c'est des trucs de bobo, de machin. Mais en fait, non, tu t'ouvres l'esprit, tu rencontres d'autres gens. Avec mon métier d'entrepreneur, ben, je rencontre aussi des gens différents. Et j'ai voulu cultiver avec ma femme, de montrer que plein de choses existent. Plein de possibilités sont, et je le vois aussi avec mon épouse qui a des personnes autistes dans sa classe, c'est qu'on veut même maintenant, bon, l'enseignement, on ne donne pas les moyens qu'il faut, mais ça c'est un autre débat, mais on a cette envie d'arriver dans l'inclusion, où on montre aux gens la différence pour justement montrer le champ des possibilités, et ça je trouve que ça c'est pas mal. Et c'est super important. Tu sais, je peux me retrouver un samedi à être invité auprès des gens que j'ai côtoyés, que j'ai protégés, des grands dirigeants, et j'ai toujours gardé un bon contact avec certains. Et puis me retrouver à un carnaval, une cavalcade avec mes amis, à boire une bière et à rigoler avec eux, à danser, à m'amuser. Et c'est ça la richesse en fait. C'est partout où je peux aller, bien tu rencontres des styles de vie et des personnes différentes et tu apprends de chacun. Et c'est le même Fabrice qui fait les deux, donc Bien sûr, bien sûr. est-ce qu'il y a encore un sujet que tu voudrais aborder ou quelque chose, ou une anecdote ou Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? je te poserai la question allez, je te peux te poser la question de savoir est-ce que tu t'attendais à avoir ce genre de courtier d'assurance devant toi. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Ça, tu t'attendais à ce que les courtiers d'assurance comme moi, ça existe? Absolument pas. J'en connais et j'ai des amis d'ailleurs qui sont courtiers. Mais avoir cette idée de simplifier Mhm. ce métier et d'expliquer aux gens simplement c'est quoi une assurance, ce qu'ils ont droit ou pas via ta chaîne YouTube, via tes réseaux, je trouve ça formidable. Et Merci. lorsque tu m'as proposé de faire un podcast, d'ailleurs, je t'ai dit, mais attends, je ne suis pas courtier, Ouais. on va parler de quoi? Non, non, on va parler de choses qui touchent tout le monde. Moi, je trouve ça fabuleux et je te dis franchement, continue. Et c'est avec des gens comme toi que je trouve qu'on va pouvoir aller de l'avant et inspirer d'autres personnes En qui effet. sont peut-être dans un autre secteur, se dire, mais ok, je vais faire le même. Et comme quoi, de nouveau, tu peux tout réussir, tu peux tout mettre en place. Maintenant, quand je dis on peut tout réussir, on met peut-être la réussite à un niveau très Ouais. très très haut, mais ce que tu fais là, pour moi, c'est une réussite. Parce que la question de la réussite, c'est chacun peut avoir une forme de réussite, peu importe ce que tu veux faire. Et un point que j'avais oublié, qui me fait penser, il y a une anecdote, enfin, c'est plutôt une histoire que tu as racontée qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire du jeune qui veut aller rencontrer le sage à l'autre bout du monde pour savoir quel était le secret pour devenir riche. Ouais, Et j'aimerais que ouais, ouais. tu nous racontes cette histoire. Je l'ai un peu modifié sinon ma conférence et je parle d'un entrepreneur parce que c'est vrai que le terme sage ou gourou, c'est mal pris. Et c'est vraiment, je mets l'accent en fait entre avoir envie et avoir vraiment envie. Mm. Parce que nous, dans notre société, on confond l'envie et la motivation. Exactement. Mais avoir envie, et donc j'explique cette histoire du jeune qui décide d'aller voir ce vieil entrepreneur qui a tout réussi dans la vie, il casse sa tirelire, il fait des kilomètres pour aller le voir. Il se retrouve devant chez lui sans un sou, épuisé. Et là, le sage lui demande ok, je veux bien t'aider, mais en as-tu vraiment envie? Et le jeune lui dit, mais bien sûr que j'en ai envie, j'ai plus d'argent, j'ai plus un sou, bien sûr que j'en ai envie. Et le sage lui dit, ok, rendez-vous demain sur cette plage
à l'aube et je vais t'expliquer c'est quoi, je vais t'enseigner c'est quoi avoir vraiment envie. Et le lendemain, il est sur cette plage et le sage arrive, cet entrepreneur arrive et il lui dit, OK, je vais te reposer une dernière fois la question, en as-tu vraiment envie? Mais oui, je te l'ai déjà dit, j'en ai vraiment envie. OK, enlève tes chaussures et rentre dans l'eau. Et il dit, pardon, attends, je ne veux pas devenir maître nageur, moi ce que je veux c'est apprendre à réussir Tout à comme fait. toi. OK, enlève tes chaussures et rentre dans l'eau. Et il s'exécute et il rentre de l'eau jusqu'aux chevilles, lui dit plus loin, genoux, épaules. Et à un moment, il se retrouve avec de l'eau jusqu'à la bouche. Il ne peut pas Mhm. aller plus loin. Et là, il fait demi-tour, il est furieux. Il lui dit, attends, tu te fous de moi, c'est impossible. Moi, je suis venu ici pour apprendre à réussir et toi, tu te fous de ma gueule. Non, arrête. Et là, cet entrepreneur enlève ses chaussures également. Et il lui dit, viens, je vais t'apprendre c'est quoi avoir vraiment envie. Et il rentre de nouveau dans l'eau avec lui, de l'eau jusqu'aux genoux, épaules. Et puis, au moment où il a de l'eau jusqu'à la bouche, il veut faire demi-tour. Et là, ce vieil entrepreneur lui maintient la tête, continue d'avancer et lui maintient la tête sous l'eau. Quelques secondes, tu vois, mais ça paraît une éternité, jusqu'au moment où il sort, il prend une grande bouffée d'inspiration. Et là, de nouveau, il s'énerve. Mais là, non seulement tu te fous de moi, mais en plus, tu veux me tuer, mais tu es un malade. Et il s'en va sur la plage. Et ce vieil entrepreneur le suit. Et il lui dit, OK, avant que tu partes, laisse-moi encore te poser 2 questions. Il lui dit, la première, qu'avais-tu envie de faire lorsque tu avais la tête sous l'eau? Et il lui dit, mais respirez, bon sang, respirez. Et ma deuxième question, c'est celle-ci, pourquoi en avais-tu vraiment envie? Et il lui dit, mais parce que c'était vital pour moi, j'allais mourir. Et là, l'entrepreneur le regarde et lui dit, le jour où ton objectif sera aussi vital que le fait de vouloir respirer quand tu as la tête sous l'eau, tu réussiras tout ce que tu entreprends. Et là, mais lorsque j'explique ça, mais c'est tout à fait ce que l'on fait. On avance dans l'eau, mais généralement, on trouve que l'eau est trop froide, on fait demi-tour. Pour les plus téméraires, on avance de l'eau jusqu'au genou, jusqu'à la Mhm. hanche. On ne voit pas le fond, on n'ose plus avancer, Mhm. on n'ose pas se lancer en fait. Mais lorsqu'on franchit cette étape d'oser se lancer, d'oser se mettre la tête sous l'eau et y rester, tu vois, eh bien à ce moment-là, ben, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. On pourra donc terminer le podcast comme on l'a commencé. On a parlé par Johnny en arrivant. On terminera par Johnny avec l'envie d'avoir envie. Hein. L'envie d'avoir envie, c'est exactement ça, tu vois. Et là, tu le termines bien. Ouais, c'est top. Merci Merci à Fabrice. toi. Merci à toi À en très tout cas. vite. Ciao.